Chers parents, chers membres et chers amis, je suis vraiment très honoré aujourd'hui de vous voir en si grand nombre dans cette nouvelle expérience qui relève de notre mouvement citoyen, association parents-enfants. Ce projet est né grâce à votre réponse positive depuis les dizaines d'années avec nous. Et nous avons écouté toutes les parties à travers le Québec pour avancer rapidement dans la réalisation de nos projets et surtout de notre présence au Québec, au Canada et même dans le monde. L'association de paralysie cérébrale qui vit cette année son 74e anniversaire est la plus vieille association en Amérique du Nord et une des plus vieilles au monde. Il est vrai que nous étions dans le passé les pionniers du Téléthon. On était obligé d'arrêter ce projet-là et on a voulu faire autre chose depuis les dernières années grâce à l'implication des membres du conseil d'administration. Donc, on devait passer par la télévision pour présenter une émission de télévision. Malheureusement, la situation post-Covid nous a pas permis d'aller à la situation personnelle des membres de la chaîne de télévision. Donc, on a voulu aller vers le plan B et on a mis sur place aujourd'hui notre propre chaîne de télévision qui porte le nom Télé Handicap. Donc, pour la première fois, une association possède sa propre chaîne de télévision qui diffuse à travers le monde bientôt des émissions. C'est la raison pour laquelle je me permets aujourd'hui de vous annoncer que la prochaine rencontre virtuelle pour annoncer la prochaine conférence de presse relative à l'annonce officielle du début de notre émission à travers les ondes aura lieu le 21 janvier. On prend le temps pour finaliser tous les projets. Donc, le 21 janvier aura une conférence de presse pour annoncer la date de la diffusion officielle de Télé Handicap. Maintenant, sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous présenter une personne à ma droite, extrêmement sensible et qui vit son humanisme à sa manière, ça veut dire pour les autres. Chantal Gagnon est une personne de cœur. Elle est avec nous, elle restera avec nous et je le souhaite fortement pour défendre la cause parce que la cause de la paralysie cérébrale pour elle est devenue très importante. Sans plus tarder, c'est Chantal qui va diriger ce panel-là. Elle va poser des questions à sa manière. Elle sait bien préparer ses questions. Et on va voir qu'est-ce que les autres vont nous dire ici présentes sur cette table de présentation de cette rencontre. Donc, sans plus tarder, je vous présente Chantal Gagnon. Merci, merci. Alors, bonjour. Ah, je crois que nous n'avons pas de son. Alors, voilà, bonjour. J'espère que vous aimez votre journée. J'espère qu'elle se passe bien pour vous. Comme M. Coury disait, mon nom est Chantal Gagnon. J'ai été militante pendant 14 ans pour défendre le droit des aînés, le droit de ma mère, ma défunte mère décédée en 2015. Je me suis battue pour elle, je me suis battue pour les aînés et je continue encore. Et aussi, lorsque j'ai rencontré M. Coury, alors je me suis dit, pourquoi pas défendre aussi cette cause? Pas toujours facile pour les personnes vivant avec un handicap, alors pourquoi pas se lancer dans ce militantisme et donner une voix aux sans-voix. Alors aujourd'hui, c'est la première émission de Télé Handicap et en collaboration avec Télénation. Et je salue Daniel Pilote, mon grand ami Daniel. Je le salue et j'espère qu'il va bien. C'est la première émission. Un peu nerveux, mais je pense qu'on va bien s'en sortir. On a un beau panel de bons invités, de gentils invités qui vont nous en apprendre un peu sur leur vie, leur parcours de vie, autant artistique
que personnel. Alors, voilà, on lance la première émission, moi et M. Coury, et j'espère sincèrement que vous apprécierez chacune des minutes qui vont s'écouler. En passant, vous savez que cette émission, c'est pour donner une voix aux sans-voix et c'est pour aussi comprendre ce qui se passe dans le quotidien des personnes aux prises avec un handicap. C'est pas facile aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. On ne laisse pas beaucoup de place à ces gens et on devrait tellement en laisser parce que nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Alors, voilà. Et le but ultime, comme je le disais, c'est de donner une voix aux sans-voix. Aujourd'hui, sur notre panel, comme vous voyez, nous aurons l'honneur d'accueillir Madame Sarah Lambert, présidente et cofondatrice d'Aura Médical, dont la mission est de venir en aide aux patients atteints de troubles de mobilité. Madame Lambert viendra nous parler de son nouvel outil d'aide à marche intelligente, comme vous avez vu un peu plus tôt, le Livity, dont le but est de supporter partiellement le poids de l'utilisateur pour améliorer sa réadaptation. Nous accueillerons également M. Richard Abel, à ma droite, pianiste reconnu, qui viendra nous parler de son parcours avec l'Association de paralysie cérébrale et de ses projets en devenir. Bonjour, M. Abel. Également, Mme Sylvie Sauvé, paralympienne, artiste et entraîneur de boccia. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Nous accueillerons également Madame Aïssata Doumbouya, qui nous parlera de l'histoire de son fils qui vit avec une paralysie cérébrale. Bonjour Aïssata. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons commencer et nous allons accueillir notre première invitée, Madame Sarah Lambert. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, Madame Lambert. J'ai vu tantôt la démonstration et sincèrement, c'est venu me chercher, puis on va le dire comme on se le dit, comme une tonne de briques. Les larmes de voir un enfant comme ça s'émerveiller, d'être capable de se mobiliser, de se tenir debout, de jouer au ballon comme un... Mon Dieu, comme c'est tellement un petit geste qui devient grand pour ces gens-là, de simplement jouer au ballon, de regarder dans les airs et de donner et de faire sauter le ballon de jour en jour. Je pense que c'est un geste grandiose. Comment vas-tu? Bien. Tu étais contente tantôt, hein? Tu étais vraiment heureuse. T'apprécies beaucoup ce qui se passe dans ta vie, que tu puisses ainsi te mobiliser. Tu es contente? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, tout ça? Comment tu te sens? Je me sens contente, joyeuse. Épanouie, heureuse, tout simplement heureuse. Encore un bonheur encore plus grand au quotidien, c'est comme ça que tu dois te sentir. Oui. Madame Lambert, parlez-nous de cette fameuse marchette intelligente et du rôle qu'elle joue auprès des enfants vivant avec la paralysie cérébrale. Oui, bien peut-être si je parle de l'histoire, ça va mettre un peu plus les gens en contexte. Là. Donc, on a rencontré Naila quand elle avait 5 ans. Fait que ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, le but dans le temps, c'était vraiment de comprendre la réalité de Naila, puis on voulait essayer de la faire marcher le plus possible. La réalité, c'est que c'est difficile d'aller voir un physio à tous les jours. Donc là, on s'était dit, on va apporter les traitements de physiothérapie à la maison en supportant un peu le poids de l'utilisateur. Oui. Puis on prend des données qui éventuellement vont être accessibles. En ce moment, ils ne sont pas encore accessibles aux physios, mais là, les physiothérapeutes vont pouvoir voir les progrès de Naila à distance avec ces données-là. Donc là, le but, c'est toute la téléréadaptation que ça s'appelle, là, donc de faire de la réadaptation à distance, c'est nouveau. Puis c'est pour ça qu'on est très content de faire des partenariats comme avec Naila où est-ce qu'on veut changer leur vie. En fait, on veut que Naila puisse pouvoir marcher bientôt. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment pratiquer à développer ses habiletés à la marche avec elle puis ses parents. Mais c'est tellement une grande idée, c'est tellement grandiose. Comment vous êtes venu cette idée? Vous êtes venu un beau matin, je me suis dit, moi, je veux révolutionner, je veux aider ces gens-là. Comment ça s'est passé? C'est ça, moi j'ai un bac en physio,
Puis après, on est allé sur le terrain, là, donc on a rencontré Naila, comme j'ai dit, il y a 3 ans, puis on a vraiment fait une prise de besoin. Fait qu'on a parlé à Christina, la maman de Naila, pour vraiment lui demander c'était quoi ses besoins. Puis, te rappelles-tu, Naila, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a 3 ans? Non. On était au centre de réadaptation quand on s'est rencontrés, puis ta physio nous avait montré un peu le centre, puis elle nous avait montré tes marchettes actuelles. Puis c'est en regardant les marchettes que tu avais que là, on s'est dit « Ah, ça serait le fun d'enlever les avant-bras pour pouvoir mettre plus de poids sur les jambes, de renforcer les jambes au lieu de renforcer les bras, parce que souvent, les enfants vont devenir très, très forts des avant-bras, mais pas nécessairement les jambes. » Donc là, après, moi, comme j'ai dit, je suis pas physiothérapeute, là, j'ai un bac en physio, mais j'ai changé en génie mécanique pour développer avec mon équipe. Maintenant, on est rendu 7 ingénieurs. Donc, on est vraiment en train de développer cet appareil qui est encore en étude, mais on commence à prendre les précommandes parce qu'on commence à commercialiser d'ici 2 mois. Ah, c'est superbe. Wow! Ça vaut vraiment une bonne main d'applaudissement. Vraiment. Madame Lambert, j'ai une question pour vous, une question importante. Pensez-vous que la Régie de l'assurance maladie du Québec serait intéressée à ajouter votre appareil à sa liste de produits reconnus par le gouvernement? On aimerait ça. Oui. On aimerait vraiment ça. Donc là, on travaille avec le Bureau de l'innovation, puis on fait justement des tests cliniques pour montrer les bienfaits. Donc, on va travailler dans cette voie-là dans le but que ce soit remboursable. On ne peut rien promettre, parce que c'est quand même un appareil plus dispendieux que ce qu'il y a sur le marché parce que c'est technologique. Donc, je peux rien promettre, mais c'est sûr que nous, on travaille vraiment fort pour que la réadaptation soit accessible. Donc, ça fait partie des démarches qu'on entreprend pour rendre la réadaptation accessible. Madame Lambert, je vous vois un peu comme une personne visionnaire. Alors, je vais vous demander, dans le futur, quelle est la prochaine étape d'Aura Médical? Donc, notre but, c'est de pouvoir connecter tous les appareils sur le marché. Donc, de vraiment faire de la téléréadaptation à grande échelle en connectant les cannes, les marchettes, en prenant toutes les données sur comment est-ce que le patient il marche pour pouvoir faire plus de traitements à distance. Donc, rendre la réadaptation accessible à l'échelle mondiale. Je vous le souhaite grandement. Alors, une bonne main d'applaudissement. Madame Lambert, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, Anna aussi. Et maintenant, notre deuxième invité, Monsieur Abel, Richard Abel. Bonjour, Richard, Chantal. oui, bonjour, Richard. Contente que tu fasses partie du panel. Vraiment honorée de te rencontrer. Et c'est très sincère. Merci. Comme vous le savez, tantôt, tu m'as demandé de tutoyer. Alors, Ben je vais oui. me permettre, je peux. Alors, Richard, tout le monde sait que tu es un pianiste reconnu. Tout le monde sait que tu es un homme de cœur, un artiste de renommée avec un cœur immense. Parle-moi, Richard, de tes multiples concerts avec l'association, parce que tu as déjà été porte-parole pour l'association. Oui, je l'ai fait pendant 5 ou 6 ans au moins. J'ai appris à connaître le président, M. Joseph Coury, qui, avec toutes ces années, nous sommes devenus de bons amis, de très bons amis. Et lorsque j'ai vu son implication et la rigueur avec laquelle il présidait cette association, ça m'a invité, ça m'a encouragé d'être le porte-parole. Nous avons fait, pour répondre à ta question, Chantal, des concerts mémorables. Il y en a eu un, entre autres, vous vous rappelez, M. Coury, à la basilique de Saint-Jean-sur-Richelieu, à la initiation avec un orchestre symphonique. Il y avait des artistes reconnus du Québec. Je pense qu'il y avait Corneliu de Star Academy. Je pense qu'il y a eu Martine Saint-Clair. Il y avait de grands chanteurs, de grandes chanteuses. Martin Deschamps. Il y avait plein de gens. Yves Duteil. En tout cas, nous avons côtoyé, grâce à l'association de maladie cérébrale, nous avons côtoyé des belles choses et du beau monde, des gens intéressants. Et un des plus grands concerts, c'est celui que nous avons fait à la salle de l'UNESCO de Paris et à Lyon, en France. Nous étions 4 artistes. Il y avait Martin Deschamps qui ouvrait le spectacle. Je faisais une demi-heure. Moi, j'enchaînais avec une demi-heure. Nous avions 50 musiciens. Ensuite, il y a Nanette Walkman que je présentais en deuxième partie.
Et on terminait avec le grand Yves Dutheil. Ça, c'est un moment mémorable, même dans ma carrière à moi. Ensuite, le concert à la basilique de Saint-Jean-sur-Richelieu avec l'orchestre symphonique du Conservatoire de Montréal, c'était magnifique. Nous avons eu aussi 2 concerts organisés en association avec la Fraternité des policiers de Montréal et un autre avec la Fraternité des policiers de Laval. Alors, voyez-vous, ensemble, nous avons réalisé de belles choses. Et dans tout ça, M. Coury et moi, je pense que nous avons le même objectif, c'est de se sentir utile, d'apporter aux gens de l'espoir, un peu de bonheur, de la joie malgré les circonstances. Alors, je pense que l'Association de la paralysie cérébrale du Québec et Téléhandicap est une nécessité dans notre communauté. Oui. Merci, Richard. Écoute, je sais que tu souligneras sous peu ton 40e anniversaire de carrière sur la scène du cabaret du Casino de Montréal. C'est quand même pas rien, avec Mme Claudette Dion. Tu peux nous en parler un peu? Oui, je parle. Oui, avec plaisir. C'est un honneur pour moi. Je viens de signer avec le producteur de Michel Louvain, qui s'appelle Martin Leclerc. Il a d'ailleurs remporté un Félix pour le plus grand producteur de spectacles au Québec. Comme Michel Louvain n'est plus là, alors ce producteur m'a demandé si je pouvais, en quelque sorte, pas le remplacer, parce qu'on ne peut pas remplacer un Michel Louvain, et vu qu'on s'adresse pas mal à la même clientèle, il m'a demandé si j'accepterais de faire une tournée à travers tout le Québec. Alors, je pense qu'il y a un petit carton justement ici que j'ai apporté. Ici, oui. Alors, nous allons faire notre entrée montréalaise au Casino de Montréal les 29 et 30 mars prochains. Le 29 mars, ça va être le jour pour les gens qui n'aiment pas conduire le soir. Alors, 14 heures, c'est ça. Et le lendemain, le vendredi, le 30 mars, ce sera en soirée pour les gens qui travaillent le jour. Et ensuite, nous allons entreprendre une tournée à travers le Québec. Nous irons à l'Assomption, Victoriaville, Chambly, Québec, à la salle Albert-Rousseau, Trois-Rivières, Saint-Eustache, Ville-la-Salle, Saint-Jérôme, le Saguenay, Alma et Gatineau. Et il y a d'autres villes qui se sont ajoutées. Alors, c'est une belle tournée que nous allons amorcer. Et j'aurai une artiste invitée spéciale, Madame Claudette Dion, la sœur de Céline. Claudette viendra interpréter 3-4 chansons dans mon spectacle pour faire un plus à ce spectacle. Elle qui a fait un hommage à Édith Piaf à l'Olympia de Paris, rien de moins. Alors, elle sera avec nous. J'aurai à peu près 8 à 10 musiciens, violon et tout. Et Claudette viendra faire quelques chansons dans mon spectacle et j'en suis honoré. Si jamais vous voulez avoir des précisions, des dates et tout ça, je vous invite à consulter mon site web. C'est facile, c'est richardabel.ca, CA pour Canada. Alors, tout y est. Et pour, merci d'en parler. Et pour toute réservation, je rajouterai aussi au casino, vous pouvez composer le 514-392-2708 pour toute réservation pour le spectacle. Merci. Mais j'aurais d'autres, oui. J'aurais une autre question, moi, pour Richard, une question qui m'interpelle énormément. Richard, tu as déjà été le porte-parole pour l'association. Moi, je me pose la question. La société artistique d'aujourd'hui, comment voit-elle la personne vivant avec un handicap? Est-ce que la société artistique d'aujourd'hui a tendance à vouloir lui faire une place? Comment tu vois ça? Est-ce que tu as une anecdote à nous conter? Est-ce que tu as quelque chose à nous... Oui, je pense que je vous dirais que c'est pas tous les artistes qui voient les handicaps de la même façon. Prenez, par exemple, Céline Dion. Comment elle est généreuse, comment elle avait une association, je pense qu'elle s'occupait, je ne sais pas si c'est la sclérose en plaques ou je pense que c'est la sclérose la fibrose kystique. Vous voyez, une artiste internationale qui s'est impliquée et qui a parlé de ce handicap ou de cette maladie. Mais ce ne sont pas tous, malheureusement, les artistes qui font la même chose. Je peux vous raconter une anecdote triste, mais qui est la réalité. Je nommerai pas la chanteuse, je nommerai pas l'artiste parce qu'on ne veut pas avoir de poursuite quand même, mais c'est une grande chanteuse. Alors là, je ne parle pas de Céline cette fois-ci, je parle d'une chanteuse qui, elle, a très mal réagi face à un handicap. Je vous raconte, j'avais un ami qui avait perdu l'usage de ses 2 jambes. Il se promenait avec ce qu'on appelle des braces en anglais, là, des trucs. Et il m'a demandé un jour, il dit, Richard, mon rêve, ce serait d'être photographié avec cette chanteuse qui était en vedette au Saint-Denis, au Théâtre Saint-Denis.
Une chanteuse mondiale. Je ne vais pas nommer le nom, mais quand même. Ce n'est pas Céline. Céline aurait accepté avec plaisir. Alors, il me demande, est-ce que je peux prendre une photo avec elle? J'ai dit, oui, je la connais bien. Je vais lui demander. Alors, je consulte son gérant. Son gérant m'arrange un petit rendez-vous après le spectacle avec mon ami handicapé pour prendre une photo avec cette chanteuse. Et lorsqu'elle arrive pour prendre la photo, elle voit ce jeune homme handicapé. Il est trop tard pour refuser, mais elle s'avance à contre-cœur. Elle me prend dans ses bras et elle prend mon ami handicapé dans ses bras, mais elle me dit à l'oreille, « Richard, ne me refais jamais plus ça. » Quelle honte! Quelle honte! Cet artiste, je ne veux plus jamais la voir. Alors, pour répondre à ta question, ce ne sont pas tous les artistes qui ont le même regard que Céline ou moi ou bien d'autres, mais il reste encore du travail à faire. Et j'espère que cette anecdote pourra sensibiliser les artistes à dire nous avons la chance d'avoir nos capacités, nous avons la chance d'avoir la santé. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là ont besoin de nous et puis ils font partie de nous. On est un tout. Le monde, c'est un tout. On est tous interliés. Nous devrions avoir la même compassion que Céline et beaucoup d'autres artistes que je connais ont. Voilà, c'était mon message. Merci. Vous voyez, mesdames et messieurs, ce que j'entends avec l'histoire de Richard, c'est qu'il y a un certain malaise tout le temps, constant. Et c'est ce qui fait mal au quotidien. Alors, moi, je me dis que quand je vois, et quel est son nom déjà? Naila, quand je vois Naila être capable de marcher avec cette marchette, mais je me dis que ces gens-là ont enfin une place. Ils se créent une place à l'aide de ces appareils. Et peut-être que ce genre d'appareil-là va donner un coup d'envoi aux gens pour voir une toute autre réalité. Et je l'espère que ce malaise-là, à un moment donné, va se dissoudre pour laisser la place à tous les gens. Alors, merci Richard pour cette anecdote et j'espère sincèrement que les gens vont l'entendre et ils vont la comprendre surtout. Et maintenant, je me tourne vers Sylvie. Sylvie Sauvé. Sylvie Sauvé, c'est quand même pas rien. Sylvie, c'est une paralympienne qui, un jour dans sa vie, dans les années 80, s'est dépassée en réalisant son plus grand rêve. Et j'aimerais aujourd'hui, Sylvie, que tu nous en parles de ce rêve qui est devenu réalité dans les années 80 pour toi. Ben, je peux dire que jusqu'à par hasard, justement, dans le temps qu'il y avait l'association qui célébrait des bureaux à Montréal, j'ai vu une annonce dans le journal, puis ils faisaient un projet pilote pour partir d'un club d'athlétisme à Montréal. Moi, je faisais déjà de la course dans un autre club intégré. Je suis allée, puis de petit en petit, bon, ben, j'ai fait l'équipe du Québec, l'équipe canadienne, l'équipe internationale, et ça m'a permis de voyager et puis de faire 2 Paralympiques. Puis là-dessus, je suis allée au Paralympique de 1988 où j'ai gagné une médaille de bronze aux 100 mètres. Là, je réalisais mon rêve de gagner une médaille aux Paralympiques. Puis après ça, je suis retournée en 92 où j'ai fini 5e. Puis tout ça, ben, le sport m'a permis de vivre. Moi, je pense que chaque paralympique cérébral gros devrait faire du sport parce que c'est là où on peut s'exprimer en dehors de performer à l'école où des fois on n'a pas de succès. Sylvie, dans le fond, tu es heureuse. C'est quand même pas rien. Sylvie a été championne du monde de 100 mètres. Alors, vraiment une bonne main d'applaudissements parce que je pense sincèrement qu'elle s'est vraiment dépassée. Sylvie, tu as un autre rêve aussi. Tu veux écrire un livre?
Oui, je pense que j'ai beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à dire, puis j'aimerais ça et le dire pour dire aux parents de pas limiter les enfants, les jeunes, les adultes. Il faut il y a tellement de choses peut-être qui existent qu'on peut faire toutes sortes de choses. Dans le fond, Sylvie, ce que tu veux dire, c'est de ne pas limiter le rêve Non, des enfants, non. que les parents donnent une chance aux enfants de se réaliser. Oui, C'est ce que tu veux dire aujourd'hui, oui, c'est bien le oui, message que tu veux passer. oui. Alors voilà. Sylvie, vraiment, elle s'est surpassée, dépassée, pas toujours eu la vie facile. Non. Non, elle sait de quoi elle parle. Et je suis certaine que son livre va être lu. Et je te le souhaite de tout mon cœur, ma belle Sylvie. J'aimerais j'aimerais dire que quel que soit le niveau d'handicap, il y a toujours un sport qui peut être fait, là, même si l'enfant, l'adulte est lourdement handicapé, ça fait il y a une possibilité. Présentement, je coach des jeunes à la boccia. Puis ils ont 11 ans, 12 ans, ça peut être plus jeune, c'est un sport fait pour les handicapés, les personnes qui ont l'appareil cérébral. Puis avec ça, c'est possible d'aller au Paralympique. Faut toujours viser plus loin selon le vouloir de l'enfant. Et toi, Sylvie, tu vises plus haut parce qu'en parlant de sport, je sais que tu es entraîneur. Et là, je vais le dire comme il faut, M. Coury, si vous me pardonnez, dans le sport de boccia. Tu peux nous en parler un peu? Le boccia, c'est un sport fait pour les personnes qui sont handicapées lourdement. C'est pour les plus lourds, là. Il y a des rampes pour lancer, c'est un sport paralympique, mais il peut être adapté n'importe quand. À un moment donné, dans une rencontre, je pourrais faire une démonstration. C'est ça, je pense que ça peut être le fun. Il y a un club à Montréal, il y en a, puis ça peut être agréable, là. Il y a du basketball. S'il y a des parents qui veulent, ou des adultes qui veulent avoir des informations sur les sports qui existent pour eux ou des organismes, je suis assez au courant de ce qui se passe à Montréal. Et toi, Sylvie, c'est pas simplement une paralympienne ou c'est pas une écrivaine en devenir, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Sylvie, tu es une militante dans l'âme Mhm. pour les droits des personnes vivant avec un handicap. Parle-moi de ce militantisme. Ben, je crois que pour avoir vécu beaucoup de choses désagréables, des fois agréables, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Il faut expliquer. Si on a un refus, faut essayer d'analyser le pourquoi je suis refusée. Puis aussi de cogner à des portes et dire, mais j'accepte pas cette rencontre-là, puis aussi de s'impliquer dans d'autres organismes. Moi, c'est ça, je suis pour ça, puis il y a tellement de travail à faire encore. Sylvie, si tu avais un message à passer aujourd'hui, quel serait le message que tu voudrais dire, que tu voudrais adresser à tous les gens dans la salle? Ben, c'est pas parce qu'on a l'appareil cérébral qu'on peut pas rien faire. Chaque personne a peut-être sa limite, mais chaque personne peut dépasser cette limite-là. Alors, bravo Sylvie, merci. Te féliciter aussi, Sylvie, parce que c'est un modèle, parce que Naila aussi, elle a gagné le défi sportif. Fait que Oui. vous êtes des modèles. Oui. Tu veux lui parler, Naila? Tu veux lui dire quelque chose à Sylvie? On te laisse la parole. Ouais.
bravo, parce que même si que des fois, il y a des personnes qui nous provoquent, qui disent qu'on n'est pas capable, mais on est quand même capable de faire tout. C'est ça, c'est... Mon Dieu, quelle sagesse. Parlant de sagesse, j'en ai une à ma gauche. Hey, Satan. J'ai une personne d'une grande sagesse, une personne qui se dévoue, une maman qui se donne corps et âme pour son enfant. Mamadou, ton fils, a la paralysie cérébrale. Comment tu le vis au quotidien, Aïssata? Bonjour tout le monde. Oui, mon fils, il a 3 ans. Puis, il a, disons, la paralysie cérébrale prénatale, disons. Donc, c'est beaucoup de défis tous les jours. Parce que pour l'instant, malheureusement, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Donc, il faut souvent deviner ses besoins. Donc, on vit le jour, on s'adapte et c'est beaucoup de physiothérapie, c'est beaucoup d'ergothérapie, c'est beaucoup d'aide des éducatrices spécialisées pour rechercher les prérequis à la communication, par exemple, pour comprendre quand il a faim, pour comprendre quand il a soif, pour comprendre quand il veut dormir. Donc, c'est beaucoup de travail. Puis moi, j'ai d'autres enfants, j'ai 3 autres enfants. Quand même. Donc, il faut savoir un peu partager son temps pour ne pas léser d'autres enfants par rapport à d'autres. Et c'est un combat quotidien, en fait, tous les jours. Le message que tu aimerais passer aux mamans et aux papas qui sont dans la salle en ce moment, ton quotidien, quel message que tu aurais à leur dire pour leur donner un conseil? Comme message, je pense qu'il faut avoir il faut faire du travail d'équipe déjà dans sa propre famille. Donc, quand on a un conjoint, d'autres enfants, c'est pouvoir impliquer un peu tout le monde pour pouvoir prendre soin de la personne qui a le plus besoin, tout en ayant du temps pour les autres aussi. Donc, il y a aussi la conciliation travail-vie de famille. Oui. Parce que quand on travaille, il faut pouvoir répondre aux exigences de son employeur et aussi régler la situation familiale. Aïssata, tu parles de ton employeur. Comment les patrons voient ça? Est-ce qu'ils sont capables de faire la conciliation travail-famille? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une certaine évolution? Je pense que oui. La plupart des employeurs tiennent beaucoup compte des situations, surtout si elles sont expliquées. Oui. Parce que quand on vit une situation particulière, c'est important aussi de l'expliquer aux autres pour qu'ils sachent dans quoi on vit. Donc, moi, mes employeurs, ils sont quand même au courant que j'ai un enfant qui est un peu plus malade. Donc, que je peux avoir des absences. C'est sûr qu'on utilise souvent disons, les jours de maladie qui sont à notre disposition. Mais quand il y a des situations qui sont un peu hors de notre contrôle, ils comprennent. Ils comprennent souvent. Je ne peux pas parler pour tous les employeurs du Québec, mais les miens, qui est le gouvernement provincial, il y a quand même une bonne ouverture par rapport à ça. Parlant du gouvernement, justement, Aïssata, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu penses que les services offerts par les autorités publiques sont suffisants et répondent adéquatement aux besoins des enfants? Suffisant, je ne peux pas dire oui. C'est sûr que c'est jamais suffisant. On a parlé tout à l'heure de la marchette. Est-ce que la rampe va pouvoir l'intégrer, et ainsi de suite? C'est pas clair pour l'instant. Il n'y a pas de garantie, donc on ne peut pas dire que c'est suffisant. C'est des choses qui devraient être normalement automatiques, selon moi. Puis pour toutes les autres aides, par exemple, je trouve que le système est très lourd, c'est très compliqué, c'est beaucoup de paperasse, des fois pour des personnes qui sont mentalement épuisées. Donc, il faut avoir beaucoup d'aide des fois pour s'en sortir, parce que moi, même si je suis quelqu'un qui peut remplir des documents. J'ai déjà rempli des documents pour une subvention pour mon fils. J'ai été refusée
juste pour 2 ou 3 termes que j'ai mal exprimés. Mais Eh, mon Dieu. heureusement que je suis passée par une association aussi qui s'appelle l'Étoile de Pachou, qui sont aussi très connus par l'association de paralysie cérébrale. Mais j'ai eu beaucoup d'aide où on m'a dit, oh, c'est tel mot qu'il fallait placer de telle façon. Puis après, ça a fonctionné. Mais pour des personnes qui sont déjà épuisées, qui vivent déjà un C'est pas stress évident. quotidien, des fois, ils abandonnent alors que c'est des aides qu'ils ont droit. Ils ont droit à ça, mais pour telle ou telle raison, il y a quelqu'un assis derrière un bureau qui ferme la porte parce qu'on n'a pas bien exprimé qu'est-ce qu'on voulait C'est dire. ce qui est dommage. Oui. J'avais une autre question pour toi. Oui. Quelle est la place des personnes handicapées dans la société selon toi? Est-ce que tu penses que la situation des personnes handicapées s'est considérablement améliorée au cours des dernières années? Parce qu'on on rencontre désormais des personnes en fauteuil roulant dans la rue, au centre commercial, dans les trains. Est-ce que tu penses que la société tend à leur faire une place maintenant, un peu plus? Je pense que la société, elle veut faire une place aux personnes qui vivent avec un handicap. Déjà, c'est la logique, c'est normal, c'est ce qu'il doit être, mais il y a encore du travail à faire. C'est Parce ça. que, oui, on voit aujourd'hui des rampes pour Oui. les personnes qui sont à mobilité réduite de plus en plus, mais il y a encore des lacunes, il y a encore des choses à faire. Je pense que on peut toujours apporter un peu plus tous les jours aux personnes qui vivent un handicap. Et je pense que c'est le défi qu'on doit se donner et on doit tous les jours sensibiliser un peu plus toutes les sphères de la société par rapport à la situation des personnes qui vivent un handicap parce que malheureusement, ces personnes, on ne doit pas les regarder avec de la pitié, on doit les pas du regarder tout. avec de l'admiration parce que ce sont des personnes qui vivent quelque chose de très difficile et c'est pas voulu, c'est pas, ils l'ont pas eu parce qu'ils sont malchanceux, c'est juste la vie qui les a mis sur ce chemin-là. Donc, nous qui sommes bien portants, là, on doit les aider, on doit les pousser, on doit les admirer et on doit sensibiliser les autres personnes qui ne connaissent pas. Des fois, il y a des personnes qui savent juste pas c'est quoi, ils n'ont jamais été confrontés à ça, ils n'ont jamais eu quelqu'un dans leur famille qui vit un handicap. Donc, des fois, ils sont juste ignorants de la situation, mais en les sensibilisant, ça donne encore plus d'ouverture. Mais je pense que le panel d'aujourd'hui a quand même apporté une certaine sensibilisation. Quand je vois Sylvie, toi, Issata, Richard et Sarah, je pense que ce que vous faites pour la société, autant du côté artistique, professionnel et autant personnel, je pense que c'est de sensibiliser, vous apportez une certaine sensibilité face à la société, parce que, bon, vous donnez l'image de personnes qui adhèrent à la vie des personnes aux prises avec un handicap. Alors, et juste ça, c'est grand, c'est immense. Merci, Aïssata. Merci à vous. Merci. Richard, quand tu entends des gens comme ça parler de leur situation, de leur vécu, Sylvie, Aïssata, qu'en penses-tu? C'est inspirant, voilà. Ça nous inspire et ça nous fait réaliser la chance que nous avons, nous, qui ne sommes pas atteints d'un handicap. Lorsqu'on vit avec un handicap, on ne l'a pas choisi. Non. Je vais te dire une chose personnelle, j'en parle dans mon livre, dans ma Oui, biographie. justement, je voulais qu'on en parle de ton livre. J'ai avoué que j'étais gay, comme certains artistes, mais j'étais gêné, je ne voulais pas créer de vagues comme Michel Louvain. Ouais. Je ne voulais pas créer de vagues en annonçant ça, je ne voulais pas déplaire aux gens. Mais c'est une chose que je n'ai pas demandé, je suis né comme ça, je suis né avec cette différence et j'ai été pendant des années mal à l'aise d'en parler. Et quand j'entends des gens comme ceux qui viennent de parler, eh bien, ça nous inspire à dire, bien, nous avons une différence, mais il ne faut pas en être honteux, il ne faut pas en avoir honte. Nous sommes ce que nous sommes. En autant que nous sommes de bonnes personnes, je pense que c'est ce qui est important. Et d'entendre des témoignages comme nous venons d'entendre, eh bien, ça nous inspire, voilà. Et ça nous incite à accepter les différences. Voilà. Merci. Alors, M. Coury, je vous laisse la parole. Vous vouliez
Ben, écoutez, je suis très, très, très heureux de participer, d'écouter attentivement, d'avoir écouté attentivement les témoignages qui reflètent ce que les gens pensent à travers le handicap. Maintenant, je vais me déplacer un petit peu. C'est beau de parler du handicap, c'est beau de parler de l'association de paralysie cérébrale, c'est beau de parler des réalisations, mais ce qui serait le plus beau, c'est d'avoir vos opinions. On veut savoir ce que monsieur, madame, tout le monde pense de l'association de paralysie cérébrale. Je veux passer à l'aveuglette comme ça. Je vois madame Samir ici. Je vais voir ce qu'ils pensent les gens de nos projets, de nos réalisations et surtout de notre collaboration. Écoutez, je viens vous voir parce que je sais que vous participez toujours à nos projets. Qu'est-ce que vous pensez de l'association de paralysie cérébrale? C'est une question très difficile. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Madame Raja, je suis la maman de Iba. Elle a 22 ans. Donc, ça fait presque 4 ans ou 5 ans qu'on est membre avec l'association de paralysie cérébrale. Comment je vais vous répondre? C'est quoi? Quand on a un enfant handicapé, la chose la plus importante qu'on a besoin, à part le matériel, à part l'argent et tout ça, on a besoin de savoir qu'on est entouré, que quand on veut parler à quelqu'un, on le trouve. Quand on est dans le besoin moral, on est soutenu. Donc, c'est ça qu'on a trouvé dans l'association de paralysie cérébrale. C'est comme une nouvelle famille pour nous. Donc, chaque fois qu'on en a besoin, on trouve Monsieur Khoury, on trouve les membres de l'association. Et personnellement, moi, je suis très, très heureuse. Autant que immigrante, même si j'ai la citoyenneté canadienne, on n'a pas beaucoup de familles ici, on a des amis, mais l'association représente pour moi ma deuxième famille. Et merci. Merci beaucoup, Madame Samir. Je vais aller voir une autre personne avant qu'elle quitte parce que Nathan, il est un petit peu malade. C'est un membre du conseil d'administration. C'est votre maître de cérémonie. Je veux voir aussi les membres du conseil. Je veux les écouter attentivement si ils sont satisfaits de nos projets et de nos réalisations. Donc, bonjour tout le monde, je me représente Stéphanie. Oui, je suis membre du conseil d'administration, mais je suis aussi la maman de Nathan, qui est ici, 14 ans, atteint de paralysie cérébrale. Donc, on va se placer pour la caméra. Bonjour tout le monde. Donc, je suis membre de l'association et du conseil depuis, moi, 2 ans. Au début de la pandémie, je me suis joint au conseil et Nathan est membre depuis qu'il a peut-être 2 ans environ. Et puis, c'est vraiment un plaisir pour nous. Et de belles réalisations ont lieu. On peut aussi vous dire qu'il y a de belles réalisations qui s'en viennent. Il y a des gros projets qui sont en marche. Donc, félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup, Stéphanie. On va aller aussi à un autre membre le vieux des vieux, mais il est jeune. C'est le premier vice-président. Il est membre de l'association de conseil d'administration depuis une trentaine d'années. Il est là parce qu'il vient de sortir son livre. Il a sorti sa propre thérapie. C'est ça ce qu'il avait écrit dans son livre. C'est Paul Saint-Laurent, mon ami et mon bras droit. Je voudrais avoir son opinion, Paul. Qu'est-ce qu'il pense de ce conseil d'administration qui est devenu une référence pour nous? Moi, c'est de faire ma conviction qu'il y a tellement de besoins qui sont non comblés par les instances gouvernementales et l'association nous permet d'évoluer dans la société et la plupart du temps, mais on ne demande que ça, que d'avoir les moyens de pouvoir contribuer. Merci beaucoup, Paul. Je m'approche à droite. Je vois aussi une personne ça fait longtemps qu'on se parle ensemble. C'est M. Brochu, qui est juste à côté de moi. Et on va penser à lui parce qu'il vient de perdre sa conjointe. Donc, l'association était à côté de lui.
Il doit avoir son impression aussi, M. Bauchu. Ah ben, je remercie l'association d'avoir m'aidé à tout, là, pas tout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ben, je suis bien content d'être là aussi. Merci à M. Coury. Merci beaucoup. Écoutez, sur ce, je remets le micro à notre animatrice pour le mot de la fin. Et tout à l'heure, nous aurons les tirages. Préparez-vous à des surprises. Il y aura des tirages et c'est pour cela que je cède le micro à Chantal. Alors, merci beaucoup, M. Coury, pour ces belles entrevues, d'avoir fait un tour de table comme ça. Merci. M. Coury, on ne peut pas terminer cette émission-là sans vous poser quelques questions. Alors, je m'adresse au président de l'Association Paralysie cérébrale du Québec. Je pense que c'est quand même pas rien. Je suis heureuse d'être à ses côtés et j'ai quelques questions à lui poser. Je pense que ça va bien terminer notre première émission. M. Coury, je sais qu'en 2017, l'enquête canadienne sur l'incapacité, communément appelée ECI, rapportait qu'il y avait environ 1 53 350 personnes âgées de 15 ans et plus au Québec vivant avec une incapacité. Il s'agit alors de 16,1 de la population de 15 ans et plus. Aujourd'hui, au moment où on se parle, combien de personnes au Québec maintenant vivant avec un handicap? Il y en a combien au Québec? Vous savez, la science est en avance, mais la paralysie cérébrale, ce handicap, n'a pas bougé. Même, il a augmenté. On a, à tous les ans, au Québec, autour de 160 cas qui naissent avec la paralysie cérébrale, d'après les chiffres de l'OPHQ. Donc, aujourd'hui, au Québec, on s'approche de 22 à 23 000 personnes. Si on ajoute les autres handicaps, au Québec, nous avons 1 200 000 personnes, ce qui représente presque 17% de la population, ce qui est beaucoup. C'est la raison pour laquelle la science est en avance, elle donne des résultats exceptionnels. Mais vous savez, la paralysie cérébrale, c'est un élément qui commence avant la naissance et qui se termine à la naissance même. C'est ce manque d'oxygène et probablement parfois une lésion au cerveau avant la naissance et autre chose. Donc, nous avons aujourd'hui autour de 22 à 23 000 personnes au Québec seulement. Imaginez. Alors, avec cette réponse, moi, je me pose la question, pourquoi n'avons-nous pas un ministre délégué pour les personnes handicapées? Écoutez, c'est une question très, très, très importante. Ça relève de chacun de nous. De quelle manière on va agir là? Les personnes handicapées ont un pouvoir absolu, par exemple, qui ont la paralysie cérébrale. Nous avons des personnes, même ici avec nous, quand on voit Sylvie, elle est actuellement entraîneuse de la boccia. C'est que c'est le jeu de personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Et on a d'autres personnes, des ingénieurs, ce sont des prisonniers dans leur corps. C'est la raison pour laquelle, écoutez, l'association a fait un avancement remarquable depuis plusieurs années, des décennies même. Mais actuellement, j'ai dit, ce n'est pas fini. Nous avons eu des résultats, mais nous n'avons pas complété ces résultats. L'association a une mission accomplie, mais elle n'est pas complétée. Et pour cela, on essaye de travailler d'arrache-pied pour l'avancement. Merci, M. Coury. J'ai une autre question pour vous et comme vous savez, je suis une proche aidante dans l'âme. Alors, ma question, c'est comment se fait-il que les parents aidants n'ont encore à ce jour aucun centime du gouvernement? Ça, c'est une très importante question et je m'adresse à vous tous. L'association, aujourd'hui, est en train de travailler et de préparer deux projets qui seront présentés officiellement auprès du gouvernement. Les dents naturelles, les parents, vous êtes le soleil de vos étoiles, mais vous vivez seul. Nous avons une vulnérabilité importante au Québec. J'ai eu l'occasion de parler à travers le Québec avec des parents. Et ce sont des gens qui vivent pauvrement. Je vous le dis et je le répète. C'est pour cela qu'on va demander au gouvernement d'ouvrir les dossiers
et de présenter des projets d'aide aux parents qui ont décidé de rester avec leurs enfants à la maison. Et c'est un sujet crucial pour l'association pour les années à venir. Oui, une bonne main d'applaudissements. Le 6 octobre dernier, on s'en souvient, c'était la fameuse campagne pour l'Association de la paralysie cérébrale. Le vieux du lutte, brochette de poulet, on amasse des fonds. Combien avez-vous amassé? Écoutez, elle a préparé des questions précises et on aime ça. L'association vit des situations extrêmement transparentes. Nos livres sont ouverts et nous avons un de nos comptables avec nous. J'aurais pu lui poser la question, mais on préfère garder ces chiffres à lui, mais il va les dévoiler devant les membres du conseil. Oui, l'association vit une réalité d'une transparence absolue. Depuis les 22 dernières années, on n'a pas commis la moindre défaut, aucune. C'est la raison pour laquelle on commence à s'ouvrir auprès des entreprises, parce qu'on a besoin de sous. Et on a actuellement la chaîne aux Vieux de lutte qui sont devenus des partenaires. Et ce qu'on a fait dernièrement, le mois d'octobre, c'est le mois de la paralysie cérébrale mondiale, le 6 octobre. On est actuellement dans une 80-25 pays à peu près qu'on fête cette journée. Et le Vieux du lutte, là, à chaque année, il nous donne $1 pour chaque brochette du poulet vendu. Donc, cette année, ce $1 nous a apporté 3 restaurants cette année seulement sur une chaîne de 36 qu'on prépare à la voir prochainement. On a apporté la somme de $6 444 et quelques centimes. Merveilleux. Alors, vous voyez, l'association fait des pieds et des mains pour venir en aide à ses membres et ça vaut vraiment une belle main d'applaudissements. Je pense que ça ferait du bien, M. Coury, de se sentir lui aussi appuyé parce que, bon, en tant que président, c'est pas toujours facile non plus. Alors, merci, M. Coury, merci pour eux et on l'applaudit encore une fois. Je pense que c'est bien mérité. Alors voilà, c'est une première émission. C'est un projet pilote en devenir. Alors, on commence tranquillement, assurément. On va être de mieux en mieux. Les émissions vont être un peu plus, on va se le dire, les questions et tout ça. On va tenter, en tout cas, de donner des réponses aux questions que vous allez nous poser durant les émissions. Je pense que c'est important, vraiment, de donner une voix aux sans-voix. Aujourd'hui, je tiens vraiment à vous remercier, de vous être déplacés. Merci beaucoup. Merci de l'attention que vous portez à cette première. Et je veux juste vous dire quelque chose. N'oubliez jamais une chose, mesdames et messieurs, c'est quelque chose, une promesse, moi aussi, que je me fais toujours dans mon cœur. La plus haute forme d'intelligence humaine est la capacité d'observer sans juger. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Merci.